Bonjour Claire, et merci de me recevoir chez toi pour parler des personnes en situation de transit. Alors je reviendrai sur cette expression, mais en fait parler des migrants. Tu vas nous parler de tes actions, tu vas parler de tes espoirs et puis sans doute aussi de tes découragements. On verra ça pendant l'entretien. Mais alors, j'aimerais en fait en préambule, j'aimerais refaire un petit historique qui nous permettra aussi de comprendre certaines choses. Alors en 2002, il y a Jacques Chirac qui est élu président de la République et il nomme Nicolas Sarkozy ministre de l'Intérieur. Et pour asseoir sa politique autoritaire, il va donc mener une certaine politique extrême, quelque part. Alors on se souvient tous de ces mots à propos des quartiers populaires en disant qu'il allait nettoyer les quartiers au Karcher. Et en fait, finalement, il utilise un petit peu ce même type de propos en ce qui concerne un camp à l'époque, qui était le camp de Sangatte, qu'il décide en fait de raser. Donc, il va expulser tous les migrants. Je ne sais pas si tu connais le nombre de migrants qu'il y avait dans ce camp à cette époque. C'était à peu près le double de ce qui était prévu. Il était fait pour 800 et il y avait plus de 1500. Voilà. Alors donc il va expulser tous ces gens-là. Et il va raser le camp de Sangatte et il va dire dans les médias qu'il a réglé le problème. Nettoyer les quartiers au Karcher, c'était violent et méprisant pour les gens vivant là-bas. Et régler le problème pour parler d'hommes et de femmes et d'enfants, de mineurs parfois d'ailleurs non accompagnés. Donc parler de ces gens-là qui ont traversé, souvent pour arriver en France, qui ont traversé les pays pendant 4 ans. Hein. Parfois les traversées sont très longues en subissant constamment de la violence. Je trouvais ça quand même... violent et méprisant encore une nouvelle fois. Et puis surtout, en fait, et c'est un peu ce qu'on observe dans le milieu politique, c'est que voilà, ce sont des effets d'annonce qui ne règlent rien du tout. En fait, il n'a absolument rien réglé. Et d'ailleurs, il a mis en place ensuite une politique d'invisibilité, hein, c'est comme ça que ça a été appelé. Et d'ailleurs, ce qui est assez rigolo, c'est que ce dispositif a été appelé dispositif Ulysse. J'ai trouvé ça quand même assez intéressant parce que, bon, Ulysse, on sait tous que Ulysse, c'est un héros de la mythologie grecque. Et en fait, c'est rattaché, cette mythologie est rattachée à la Métis qui était une déesse en fait océanide, qui était réputée pour son intelligence et sa sagesse et sa ruse, et c'était des qualités qu'avait Ulysse. Et j'ai trouvé ça quand même, alors je ne sais pas si les politiques ont fait ce rapprochement, mais je trouvais quand même assez incroyable d'appeler ce dispositif Ulysse, sachant que ça repose sur la métisse. Et métisse, forcément, qui rappelle en fait la métisse. Alors l'orthographe n'est pas la même, mais bon, le son est le même, et c'est quand même des personnes de couleur. Alors, utiliser ce terme d'Ulysse pour régler le problème des migrants, je trouvais ça quand même assez cynique. En fait, voilà. Et puis, avant qu'on commence l'entretien, je voudrais également rappeler quelque chose d'assez important, c'est que l'Union européenne a mis en place le bras armé en fait de la dissuasion, hein, c'est le Frontex. Frontex, oui. Frontex qui existe toujours d'ailleurs, mais à l'époque, hein, c'était dirigé par Fabrice Leggeri. Et Fabrice Leggeri, il faut savoir qu'il a démissionné suite, sous son mandat en fait, suite à parce qu'en fait l'office de lutte antifraude avait repéré des cas présumés illégaux de refoulement de migrants. Et donc il a démissionné. Et donc là je m'adresse à ceux qui vont nous écouter, hein, c'est que sait-on ce qu'est devenu Fabrice Leggeri? Eh ben, il était numéro 3 sur les listes européennes du Rassemblement national. Voilà. Donc c'est quand même intéressant, c'est pour ça c'est intéressant toujours de refaire un petit peu effectivement ce genre de petites rappels historiques, parce que malheureusement je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui zappent complètement les aspects historiques. Voilà. Donc Claire, tu vis dans une ville qui est assez éloignée du littoral, et tu t'es engagé dans une tâche qui n'est pas une tâche facile. Et la première question que je voudrais te poser, c'est qu'est-ce qui a déclenché ton engagement, si ce n'est la proximité en fait de la ville. Oui, c'est pas la proximité, parce que comme tu dis, ici on ne voit pas. Ouais. On voit pas passer les gars, même avant qu'il y ait des bateaux, on voyait pas
des transitions, pas du tout. Non, c'est la proximité de la retraite. Je me suis dit, moi je me voyais pas du tout en retraite, rester à la maison à faire la popote et du tricot. Il fallait que je sois dehors, il fallait que je me rende utile. Ouais. Et puis c'est ma deuxième fille qui m'a amenée dans cette direction, parce qu'elle faisait des études de droit humanitaire. Elle avait fait des petits stages pour essayer de s'orienter. Elle avait fait 3 semaines dans un CADA et elle disait toujours, je veux travailler avec ces gens-là. D'accord. C'est des gens dignes, c'est des gens qui ont besoin d'aide, je veux travailler avec ces gens-là. Puis elle avait 20 ans, elle se disait je vais partir à l'autre bout du monde avec le HCR. On respecte le choix de ses enfants. J'avais dit tu vas où tu veux sauf dans la bande de Gaza. Je me rendais pas compte. Après je voyais les endroits où ça se battait, les bombes partout. Je me disais mais pourquoi j'ai dit seulement pas dans la bande de Gaza. Mais bon j'avais dit ça et elle me le rappelait de temps en temps. D'accord. Et donc comme elle se voyait partir loin, qu'elle avait cet objectif, je me suis dit après tout moi pas loin. Il y a aussi des gens en situation irrégulière. Je vais me rapprocher. Et je ne savais même pas qu'il y avait des... Tu vois, je ne connaissais pas du tout sur Dunkerque. Je ne savais pas qu'il y avait aussi des camps. Des gens me disaient, bon, Calais, c'est loin. Je ne me rendais pas compte que j'irais toutes les semaines à Calais quand même. D'accord. Et donc, et c'est elle qui m'a dit, mais maman, tu sais qu'il y a Salam à Dunkerque aussi. Et elle a mis le numéro de la responsable sur le frigo. Puis de temps en temps, elle me disait, allez. D'accord. Bon. Et donc voilà comment j'y suis encore. Bon, super. Est-ce que tu peux nous dire en fait quelle est l'étendue de ces zones de transit sur le littoral français? Parce que c'est quand même assez étendu, puisque je crois qu'il y a aussi, ça commence pratiquement en Normandie, peut-être même plus bas. C'est ça, hein, c'est Normandie jusque Dunkerque en fait. Jusque la frontière belge, parce qu'il y en a de l'autre côté de la frontière. Puis sans doute au-delà de la frontière. On n'a pratiquement pas de contact avec les associations en Belgique, mais on sait qu'il y a des gens aussi de l'autre côté. Il y a des gens aussi là-bas. Tout à fait. Et alors, oui, la zone, elle est de plus en plus large. Parce qu'à l'origine, c'était Calais. Après, ça s'est généralisé vers Dunkerque. Et depuis qu'il y a des passages en bateau qui sont très, très surveillés, ça va pratiquement jusqu'à la baie de Somme. Hein. Notre bande littorale à nous. Oui. Et puis, comme tu dis, il y en a en Normandie. Et des fois, on se dit, mais ils finiront par partir de Roscoff. Si on continue de les empêcher comme ça, avec une présence policière à ce point intense... de n'importe où ils vont partir. On justement sur ce problème de l'extension effectivement des zones de transit qui sont tout simplement qui est due à la destruction systématique des camps, comme alors, il y avait le camp de Sangatte, mais il y avait aussi le camp de la Linière. Enfin, il y a eu pas mal de camps comme ça qui ont été supprimés. Toi, tu as investi dans une zone en particulier, c'est plutôt la zone de Calais, toi. Alors, moi, je fais le secrétariat depuis 2014, je fais le secrétariat de Salam. Et Salam, c'est vraiment 2 pôles, hein, Calais et Dunkerque. Et puis, bien sûr, quand il y a besoin, on peut aller entre les deux, c'est pas un problème. Mais par contre, étant donné mon implantation, ma maison ici, au départ, j'ai travaillé à Dunkerque et je suis responsable du pôle de Dunkerque. D'accord. Mais je vais très très souvent à Calais, la responsable de Calais, je l'ai très souvent au téléphone. Est-ce que le nombre de personnes qui est en situation de transit, est-ce que c'est un nombre qui est plutôt stable ou est-ce que c'est au contraire un nombre qui augmente? C'est un nombre qui est très variable. C'est très variable. Parce que cet hiver, là, quand il a fait très mauvais, que les bateaux passaient pas, on est monté à Calais, il y a un jour où un petit déjeuner, ils ont donné 1700 petits déjeuners sur Calais. Et nous, on est monté jusqu'à 800, entre 7 et 800 sur le côté Dunkerque, repas de midi. D'accord. Et là, la semaine dernière, on était à moins de 100 repas de midi à Dunkerque et entre 200 et 300 petits déjeuners à Calais. Donc tu vois, ça peut d'un mois à l'autre, ça peut complètement évoluer en plus, en moins. D'accord. Alors évidemment, depuis, il y a eu, tout le monde le sait, à l'époque de la Grande Jungle, évacuée en octobre 2016, on était monté jusqu'à jusqu'à 10 000 personnes en gros. L'évaluation est à peu près reconnue. Et bon, c'est sûr que sur une ville comme Calais, 10 000 c'est trop. Après, on comprend que les gens ils se sentent un peu effrayés, asphyxiés, même s'ils n'ont pas peur de la personnalité, même s'ils se disent pas c'est des terroristes, c'est des gens dangereux, à un moment on se sent étouffé. Donc quand il y a eu 3000 personnes à l'époque, avant le camp de la Linière sur Grande-Sainte, 3000 personnes sur 20 000 habitants, c'est trop aussi. On comprend que les gens disent mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait donc c'est un peu inquiétant. Par contre, ce qui en est sorti, c'est la politique de 0 point de fixation du gouvernement. Et ça va pas. Là, après, il faut se dire, ces gens, ils sont là, comme tu disais, c'est des êtres humains
qui ont eu des parcours absolument d'horreur. Oui. C'est pas des gens dangereux, c'est des gens qui veulent une vie normale, des gens qui veulent travailler. Hein. Il y a un Syrien qui nous a dit une fois, we want a job, we want to pay taxes. Il en avait marre de tendre la main pour avoir sa barquette de repas. Et il disait, mais on veut travailler, on veut vivre comme vous. Bon, pas comme moi qui suis en retraite. Mais ça, on y reviendra pendant l'entretien. C'est super important. Oui. Et donc ces gens, il faut les accueillir, il faut leur dire, bon ben, t'es là, il faut leur donner le droit de travailler très très vite. Et celui qui ne veut pas travailler, qui reste les doigts de pied en éventail, on peut se dire peut-être on le renvoie. Mais il y a du boulot en France. Il y a besoin. Alors, justement, on va revenir sur ce que j'appelle un point sémantique. Hein, c'est-à-dire que, effectivement, moi je me suis quand même pas mal basé sur les enquêtes PSM. Donc la plateforme de soutien aux migrants, qui a fait 2 enquêtes. Les 2 rapports sont très bien. 2 rapports qui sont très, très, très bien faits. Et justement, dans ce rapport, il ne parle pas ni de réfugiés, ni de demandeurs d'asile, ni de migrants économiques, ni d'exilés ou d'autres. Il parle de personnes en situation de transit. Est-ce que, en fait, ce choix de vocabulaire te paraît pertinent ? Et en fait, en quoi est-ce que c'est préférable à tous les autres termes qu'on a l'habitude d'entendre, en fait ? Ouais, c'est-à-dire là, il y a beaucoup de choses derrière. Hein. Nous, on a toujours dit migrants. D'ailleurs, Salam, c'est l'aide aux migrants, le M. Oui. Et on a toujours dit migrants parce que, comme tu dis, c'est le transit. L'idée que ces gens, ils passent. Oui. Ils passent et ils ne sont pas là pour rester. Et heureusement, parce que quand on voit dans quelles conditions ils survivent, dans la boue, sous une bâche, souvent même sans une tente, on se dit, mais alors si tu arrives là, tu te poses, puis tu te dis, je suis là pour 6 mois, je suis là pour 6 ans, mais il y a de quoi se flinguer. Hein. Oui. Donc c'est vraiment des gens en transit. Et le terme migrant, pour moi, il était évident. Après, il a été chargé négativement parce que les migrants c'était les économiques, comme si c'était pas bien d'avoir besoin de travailler et d'avoir besoin de manger. Moi je vois pas pourquoi on ne devrait pas bouger si on mange pas correctement chez soi. Donc en fait, migrant, c'est que migrant c'est devenu un terme en fait assez péjoratif. Ah oui, complètement. C'est ça, parce que finalement PSM c'est plateforme de soutien aux migrants. Mais donc le terme migrant il apparaît même dans l'acronyme, mais finalement ils ont préféré ils ont préféré quand même plutôt parler de personnes en situation de transit parce que le terme de migrant c'est chargé d'une couleur négative. Ceci dit, comme je te disais il y a 2 minutes, c'est des gens en transit. Mais c'est des gens, quand on voit ce qu'ils sont contraints de faire pour aller en Angleterre où ils pensent qu'ils auront du travail et où en général, effectivement, ils trouvent du travail, mais il y a si on ne veut pas qu'ils passent, au lieu de leur crever leur canot, il n'y a qu'à leur dire, mais tu peux rester. Et tu peux rester, ça veut dire que tu peux travailler. Oui. Et ça, c'est une chose qui, pour nous, est évidente. Oui, mais d'ailleurs, les migrants se retrouvent dans une situation absolument ubuesque parce qu'on ne les autorise pas à partir. Alors ni du côté Royaume-Uni ni ailleurs en fait quelque part, et on ne les autorise pas à rester. En fait c'est ça qui est quand même invraisemblalors. Hein. J'y pense souvent, je me dis il y a qu'à venir qu'un bazooka. Hein. Oui, non mais donc enfin voilà, bon bref, de toute façon on va si on est logique. Oui. Mais alors faut pas rire avec ça parce que avec les élections qui se profilent, on finira peut-être par avoir des choses de genre. Mais c'est la logique, ces gens-là, ils dérangent, il faut les supprimer. Oui. Sauf qu'au lieu de les supprimer, on les empêche de partir, comme tu dis, et on les empêche de rester. Ouais. Alors, on va aborder plusieurs thèmes, puisqu'on va aborder le thème forcément plus précisément de tes missions. On abordera le thème des conditions de vie dans les campements, et on abordera aussi le thème des violences policières. On va aborder tout ça. Alors, moi, ce que je voudrais savoir, c'est, est-ce que... Alors, moi, je connais la réponse, bien sûr, mais les gens qui nous écoutent ne le savent pas forcément. Est-ce qu'il y a des camps qui réussissent à être pérennes ou, en fait, sont-ils aujourd'hui systématiquement détruits, souvent par les forces de l'ordre? Est-ce que toi, tu penses qu'il y a des camps qui sont pérennes aujourd'hui? Moi, Non. Non, je pense que là... Non, il n'y a plus de camps pérennes, non. D'accord. Et donc, même localement, sur Dunkerque, ça tourne. Oui. Ils sont côté Lone Plage, et puis on les évacue, ils vont côté Mardic, et puis on les évacue, ils se déplacent un petit peu côté Mardic, mais plus du même côté de la route. Et ça se déplace en fonction on ne sait pas trop, parce que justement, il y a le côté Total, où on les a laissés s'installer pendant un bon bout de temps, et puis après, non, Total n'en veut pas, alors... Ils sont complètement évacués, ratissés,
Et puis, mais après, les entreprises qui sont côté Lone Plage n'en veulent pas non plus. Et c'est une espèce de jeu de ping-pong épouvantable. Et sur Calais, c'est pareil. Oui. Sur Calais, il y a des camps qui ont l'air de se stabiliser. Et puis ça bouge. Il y en avait à côté de la piscine, il n'y en a plus. Au BMX, 2 fois, ils ont labouré pour que les gars ne se réinstallent pas. Bon, mais il y en a toujours. Mais ça se déplace beaucoup. Ça déplace beaucoup. Oui, oui. Justement, la question que je me posais, c'était, mais bon, finalement, c'est une question qui n'a pas peut-être n'est plus d'actualité parce qu'il n'y a plus de campements, mais à l'époque où il y avait des campements, est-ce que les regroupements de population se faisaient en fait issus d'un même pays, ou est-ce qu'il y avait des campements que moi j'aimerais appeler ça peuple du monde, où finalement les Syriens, les Éthiopiens, les Érythréens, etc. étaient capables de vivre ensemble? Alors, je te corrige, des campements, il y en a. Ah, d'accord. Il y a des campements. Simplement, ils oui, bougent. Ils sont plus fixes. Ils sont donc pas ça fixes. bouge. Mais Donc du coup, tu as quand même des gens issus de pays différents qui vivent ensemble. mais ça se groupe quand même beaucoup par communauté. Oui. Beaucoup, beaucoup. Oui. Par exemple, là, on est en train de constater le BMX à Calais, qui était très, très érythréen, et donc chrétien. Ce qui fait qu'ils étaient complètement à part. Là, ils sont en train d'être remplacés par des Soudanais. D'accord. On est en train de constater que les Soudanais grignotent le territoire. Et c'est très souvent, ça reste bloqué par quand même communauté. Oui. Alors, ce qui est logique, hein, oui, parce que bon, à la fois il y a des raisons religieuses, il y a des raisons de langue, mais tout à fait. Des choses comme ça. Et de toute façon, on voit bien que même si on prend l'exemple de Paris, voilà, on sait qu'il y a des communautés vietnamiennes, il y a des communautés, voilà, etc., qui ont envie de vivre ensemble. Bien sûr. Et moi je me dis, si je partais en Afrique, je chercherais les Français. J'imagine. Oui. Les Français, les Belges, enfin des gens qui parlent ma langue. Oui. Et puis après des gens qui ont des cultures qui sont proches de la mienne. Oui. C'est complètement humain. J'ai quand même l'impression qu'il y a de l'irritabilité qui est liée au fait aussi qu'ils sont tout le temps, ces gens-là sont tout le temps sur leur garde, ils ont leurs camps qui sont systématiquement détruits, et donc forcément, on ne peut pas vivre en étant apaisés, enfin ils ne peuvent pas être apaisés ces gens-là, donc le moindre petit problème, ça peut effectivement vite dégénérer. Alors, c'est étrange parce que je te dirais, oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est des gens qui sont un peu à fleur de peau, qui sont tout le temps aux aguets. Donc, ça fait monter des tensions. Oui. Mais en même temps, c'est des gens qui ne sont pas violents du tout, qui fuient la violence. Oui. Quand tu vois comment ils réagissent par rapport aux présences policières. Mais moi, je me souviens de l'évacuation du camp de Tétéghem. M. Dersa avait dit, j'en veux bien 50, j'en veux pas 100. Et donc, la police venait tous les jours et elle enlevait quelques tentes. Et les gars, ils laissaient faire. Et un jour, ils les ont attendus à coups de pierre, les flics. Et alors là, il y en avait ça dans les journaux. Et tes migrants, t'as vu comment ils sont. La police, elle avait même encore rien fait. Ils les ont accueillis à coups de pierre. J'ai dit, attends, voilà ce qui s'est passé depuis 3 semaines. Combien de jours t'attendrais, toi? Moi, je dis 3 jours. Les gars me disaient, non, aujourd'hui, le jour où on me prend ma tente, je tape. Hein. Et oui, ils laissent faire. Ils laissent faire, ils acceptent. Et quand il y avait dans la grande jungle les no-borders qui leur disaient, mais il faut jeter des pierres sur les flics, il faut se battre. Ils venaient nous voir et disaient, mais dites-leur que nous, on ne veut pas se battre. Nous, on veut passer en Angleterre et en attendant, on veut qu'on nous foute la paix. Et nous, on n'a rien contre, enfin rien contre, si bien sûr, mais je veux dire, on ne veut pas agresser la police, on ne veut pas se battre avec elle. C'est des gens qui fuient la violence et à côté de ça, quand même, qui sont à fleur de peau et puis il y a des vieux trucs. Alors là, tu disais, je peux peut-être expliquer. Non, je ne peux pas expliquer. Pourquoi les Kurdes n'aiment pas les Afghans? Pourquoi les Kurdes n'aiment pas les Noirs? Je ne sais pas. Je sais pas, parce que c'est des gens qui connaissent, ils partent de chez eux parce qu'ils sont victimes de ségrégation et ils arrivent ici et les Noirs, ils les repoussent sur le côté en disant t'es pas beau, tu mangeras après. S'il reste quelque chose à manger, t'en auras. C'est des choses, c'est pas logique. Et ça c'est comme ça. Alors après, sont peut-être aussi quand même des... Enfin, c'est peut-être des épiphénomènes aussi. Je pense qu'il y a aussi, ça peut arriver qu'il y ait de l'entente entre différentes... Oui, comme tu dis, ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais il y a quand même souvent des tensions. Ah oui, beaucoup plus. C'est très rare, tu vois, très rarement. Ça arrive quelquefois, et justement, les gens nous le signalent. Le Kurde qui donne un blouson à un Noir parce qu'il voit que le gars, il a froid. Il l'a fait, bravo. Mais c'est pas normal.
Disons que c'est pas habituel. Ouais. Et en fait, on n'arrive pas à réunir plusieurs ethnies, faire des petites réunions en fait, en leur demandant, pas en faisant la morale, mais en leur demandant pourquoi finalement il y a cette violence entre eux, alors que finalement ils sont tous dans la même galère, quoi. Ils sont tous dans la même galère et qu'ils aspirent tous, je pense, à être heureux, tout simplement. Ouais. Il n'y a pas ce genre de réunion. On l'a fait beaucoup. Là, ça se remet un peu en place à Calais. Moi, j'y vais plus, j'en peux plus. Des réunions entre communautés. Oui. Parce que c'est d'une stérilité. T'as pas de représentant de communauté. Ouais. Tu peux pas Oui. élire. Oui. Donc, ceux qui représentent les autres, ils sont autoproclamés. Soit c'est des passeurs, c'est Ouais. le pire. Ouais. Soit c'est le gars qui a un peu de prestance et d'influence sur les autres. Qui a de l'autorité Qui a de l'autorité sur les autres, donc il ne les représente pas vraiment. Oui. Et puis ça bouge, forcément, c'est le principe de ces camps, Ouais. ça bouge. Ouais. Donc le gars qui est là une fois, la fois d'après, c'est plus lui. Et c'est très très compliqué d'avoir quelque chose qui s'assied et puis qui se parle vraiment de manière durable et constructive.